Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire qui a tout d'un thriller sportif. On a un jeune prodige, une légende du foot comme entraîneur, et au milieu de tout ça, un choix d'identité nationale qui visiblement met le feu aux poudres. Absolument. On a sur la table un article de Sénépost qui est assez fascinant, et notre but, c'est pas juste de résumer ce qui est dit. Non. C'est de vraiment décortiquer la manière dont l'histoire est racontée. Parce que ce texte, il est signé d'un correspondant à Dakar, et c'est plus qu'un simple compte-rendu. C'est une narration. C'est une véritable narration. On a un héros, on a un antagoniste, et les enjeux, ils dépassent très largement le terrain de foot. On va voir comment un choix de carrière devient une véritable affaire nationale. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Tout commence par ce dilemme que beaucoup de jeunes talents binationaux connaissent. Pour quel pays jouer ? Le point de départ, c'est donc le choix d'Hassane Diao. Il avait la possibilité de jouer pour l'Espagne, Oui. pays où il a été formé et avec qui, il faut le rappeler, il a été champion d'Europe U19, ce qui n'est quand même pas rien. Ah non, c'est même énorme. Et l'article, il insiste bien là-dessus. Il précise que son coach à Com, Cesc Fabregas, le voyait comme un futur grand de la sélection espagnole, la Roja. D'accord. Pas juste un remplaçant, non, un vrai concurrent pour des stars comme Lamine Yamal ou Nico Williams. Donc le décor est planté. Voilà, d'un côté, on a une voie royale, prestigieuse, quasi assurée en Europe, C'est ça. et de l'autre, le Sénégal. Et c'est là que l'article commence vraiment à construire son récit. Il précise bien que Diao fait ce choix à un moment où la qualification pour le Mondial 2026 est, et je cite, hypothétique. Oui, les Lions de la Teranga n'étaient pas du tout en position de force à ce moment-là. Du coup, le texte qualifie immédiatement ce geste de choix du cœur. Et d'actes de bons patriotes. On sort tout de suite du sportif pour entrer dans le symbolique. Totalement. Le contexte est essentiel dans la façon dont c'est raconté. C'est pas juste « il choisit le Sénégal », c'est « il choisit le Sénégal malgré les difficultés, malgré la gloire qu'on lui promettait ailleurs ». Ça change tout. Ça transforme une décision personnelle en un acte de sacrifice patriotique. C'est la première pierre de la construction de ce héros, de ce personnage des héros. Mais attends, des joueurs qui font ce choix, il y en a quand même pas mal. On pense aux frères Williams entre l'Espagne et le Ghana, on pense à Hakimi avec le Maroc. Qu'est-ce qui rend ce cas si particulier pour que l'auteur en fasse un récit quasi héroïque ? C'est une excellente question. Et je pense que la particularité ici, en tout cas selon l'article, elle vient de deux choses. Primo, le potentiel immense que l'Espagne voyait en lui. Ce n'était pas un joueur de second plan. D'accord. Et secondo, et ça c'est le cœur de l'histoire, c'est l'opposition frontale, présumée, d'une figure mondialement connue, Cesc Fabregas. Ah oui. Du coup, c'est plus juste un choix. Ça devient une sorte de rébellion contre l'establishment. Et ça, narrativement, c'est très puissant. Et on y vient. Parce qu'un acte comme ça, dans le foot pro, ça a forcément des conséquences. Comment ça se répercute dans son club, à Com, c'est là que le ton de l'article se durcit, mais considérablement. Ah oui, on passe du récit patriotique à quelque chose qui ressemble à un règlement de compte. Le texte est d'une clarté brutale. Fabregas n'a pas digéré le choix. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Il aurait, je cite encore, tout fait pour le convaincre de rester avec l'Espagne. La source ne laisse aucune place au doute. Et le journaliste va même plus loin, les mots sont incroyablement forts. Il écrit que Fabregas lui en veut à mort. C'est hyper violent comme accusation. C'est très violent. On parle d'une légende du jeu, champion du monde, qui entraîne un gamin de 19 ans. Est-ce que le journaliste apporte des preuves, des faits concrets pour étayer un truc pareil ? Ou c'est de l'interprétation pure ? Et c'est là où l'analyse du média devient fascinante. La preuve, entre guillemets, qui est avancée par l'article, c'est un événement unique. Lequel ? La titularisation d'Hassane Dia pour un match important contre l'AS Roma, alors qu'il revenait tout juste de blessure. D'accord. Et pour le journaliste, il n'y a qu'une seule lecture possible de cet événement. Et cette lecture, c'est que c'est une punition. Exactement. Une mise en danger délibérée. L'article dit, je cite encore, que Fabregas n'a plus rien à cirer de la santé de ce gosse. C'est une accusation. C'est gravissime. Gravissime, et surtout, ça ne laisse aucune place à une autre interprétation. C'est un angle mort narratif complet. Mais si on essaye de se mettre 2 secondes à la place d'un coach, on peut pas voir ça autrement, je veux dire, d'un point de vue purement sportif. C'est exactement là où je voulais en venir. Ça pourrait être aussi une marque de confiance immense, non ? Un pari, j'ai besoin de sa vitesse contre cette défense, même pour 60 minutes, je tente le coup.
Absolument. Et c'est ça le point le plus intéressant. D'un point de vue tactique, lancer un joueur rapide percutant comme Diao, même s'il n'est pas à 100%, face à une grosse équipe, ça peut être un coup de poker. Bien sûr. Fabregas a peut-être vu une opportunité, un moyen de déstabiliser l'adversaire. Et le fait que l'article de Sénépost n'envisage même pas cette possibilité, qu'il ne la mentionne même pas pour la réfuter, ça en dit très long sur son intention. L'angle est choisi d'avance. L'angle est choisi. Fabregas est le méchant. Et donc, toute action qu'il fait est interprétée à travers ce prisme-là. C'est fou comme un seul fait peut être interprété de deux manières qui sont radicalement opposées. On a donc cette source avec un angle très très marqué. Est-ce qu'on a des échos de cette histoire dans la presse italienne ou espagnole? Et ça, c'est le point crucial. Est-ce que ça a fait débat là-bas? Dans le dossier qu'on a, non. Aucune mention d'une controverse dans la presse européenne. Et cette absence de corroboration, c'est une information en soi. Oui. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit l'histoire est passée sous les radars, en Italie, ce qui est peu probable pour un club de Serie A coaché par Fabregas. Soit elle est perçue très différemment là-bas. Comme un non-événement. Probablement. Comme un simple fait de jeu, ce qui renforce l'idée que cette histoire elle est construite avant tout pour un public sénégalais, un public pour qui Assane Dio est déjà un symbole national. Précisément. L'article crée en fait une réalité alternative où ce choix de titularisation devient le point culminant d'un conflit identitaire. C'est une construction narrative très efficace. Du coup, face à ce méchant Fabregas et ce jeune héros qu'on décrit en difficulté, l'article change de ton. Il se contente plus de raconter, il cherche à mobiliser. Oui, il bascule complètement dans le plaidoyer. Il y a un appel qui est direct, un appel aux Sénégalais, pour qu'ils soutiennent Dio dans ces moments difficiles, pour l'aider psychologiquement à revenir plus fort. Le journaliste n'est plus un observateur. Plus tout, il devient un acteur du soutien national. Il participe à la création d'une sorte de bouclier populaire autour du joueur. Et pour donner de la force à cet appel, il utilise une comparaison qui est, je trouve, très bien choisie, celle de Crépin Diatta. Ah, ça c'est un coup de maître narratif. Il rappelle que Diatta, qui avait été élu meilleur jeune de la CAN 2019, a raté l'édition suivante sur une grave blessure. C'était un drame national à l'époque. Je m'en souviens, oui. Mais, et c'est là toute la puissance du propos, il est, je cite, « devenu plus fort après cette épreuve ». En faisant ce parallèle, l'auteur inscrit l'épreuve actuelle de Diao dans un schéma qui est connu et positif. Celui de la résilience. C'est ça. Le message, c'est « n'ayez pas peur, ce qu'il vit est dur, mais c'est une étape nécessaire ». Comme Diatta avant lui, cette adversité va le forger et le rendre encore meilleur pour nous. Il transforme une situation qui pourrait être anxiogène, un conflit avec un coach, une blessure, en un chapitre obligatoire de la légende du héros. C'est très fort. Très fort. L'adversité devient un catalyseur de grandeur. Et le peuple n'est pas un simple spectateur, il est un ingrédient actif de cette transformation par son soutien. C'est très malin. Et cette implication, elle va vraiment très très loin. L'article se termine sur une note qui sort complètement du cadre journalistique habituel. On peut le dire, oui. On entre dans le conseil en gestion de carrière pur et simple. C'est ça. Le correspondant, qui signe de son nom, Sall, il exhorte Assane Diao à, je cite, « songer à quitter Com ». C'est direct, il n'y a pas de détour. Il se transforme presque en agent joueur, non? Un peu, oui. Et la justification est tout aussi frontale. Fabregas n'est pas un gentleman. Point. Le verdict est tombé. C'est la conclusion logique de tout le récit qui a été bâti avant. Si Fabregas est l'antagoniste qui met en danger la santé et la carrière du héros, alors la seule issue possible, c'est la fuite. Et il lui dit même où aller. Oui, il va plus loin. Il lui suggère de ne pas hésiter une seconde si des clubs de Première Ligue, le championnat le plus prestigieux, se manifestent. Le message final, c'est donc « Tu as fait le bon choix pour la nation, tu as été puni pour ça par un coach rancunier, maintenant tu dois t'échapper pour atteindre les sommets et revenir en héros nous mener au mondial. » La boucle est bouclée. Parfaitement résumé. Le récit est complet. De la décision patriotique à la persécution, puis l'appel au soutien et enfin la recommandation de l'évasion, c'est un arc narratif digne d'un film. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Finalement, ce qu'on a décortiqué, c'est pas tant une simple dispute entre un joueur et son coach. Non ? C'est plutôt la construction d'un mythe national autour de cette dispute. C'est exactement ça. Cette source, c'est un cas d'école sur la façon dont le journalisme sportif peut devenir un outil de nation building, de construction nationale. Il prend des faits, un choix de sélection, une titularisation, et il les tisse ensemble pour créer une histoire qui a du sens pour un public donné. Une histoire de fierté,
de résistance. De résistance face à l'establishment européen et d'unité nationale derrière un jeune talent. Que ce soit 100% factuel ou pas, ça devient presque secondaire par rapport à la puissance émotionnelle de ce récit. Et ça nous laisse avec une réflexion qui dépasse largement le cas d'Hassane Diao. On voit bien cette collision entre, d'un côté, la logique de club, où un joueur est un investissement. Un actif. Un actif, voilà. Et de l'autre, la ferveur nationale, où ce même joueur devient un symbole, un porte-drapeau. C'est toute la complexité du statut de ces joueurs binationaux aujourd'hui. Ils sont au croisement d'intérêts sportifs, financiers, identitaires, qui sont souvent contradictoires. La pression vient de partout. Du coach, des fédérations, des agents, des sponsors et, comme on le voit ici, de l'opinion publique de toute une nation. des produits. Est-ce que le choix de la nationalité sportive, ce n'est pas devenu le dernier véritable acte de résistance? Le dernier espace où un athlète peut affirmer « ceci est mon identité » et ça ne s'achète pas. C'est une très belle façon de voir les choses. On pourrait aussi se poser la question inverse. Est-ce une liberté ou est-ce une autre forme de pression, peut-être encore plus forte? La pression de ne pas décevoir les espoirs de tout un peuple. Au final, le joueur est-il vraiment plus libre ou est-il juste pris en étau entre deux logiques tout aussi puissantes? La question reste ouverte.